Chers internautes, téléspectateurs, bonjour. Vous êtes toujours sur votre web TV, Koumbi TV. Du social au culturel en passant par le développement, votre émission Lumière Sur pose ses projecteurs sur des initiatives novatrices et sanitaires. C'est ainsi que nous avons le plaisir d'accueillir un acteur du développement. Il s'agit de M. Wali Diawara, président de l'association Ensemble pour l'espoir et le développement, plus connu sous le nom de LEAD. M. Wali Diawara, bonjour. Bonjour. Alors, M. Wali Diawara est accompagné de deux de nos invités, M. Sal Alassane qui est infirmier à Ajar et M. Bouyagui Waiga, infirmier à Dafor. Ils nous viennent tout fraîchement de la Mauritanie. Bonjour. 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 Alors, M. Diawara, vous êtes le président de l'association LEAD qui a été fondée il y a de cela 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler très rapidement des objectifs de cette association? Alors, merci pour l'invitation. Et les objectifs de l'association LEAD, c'est simplement, depuis longtemps, nous avons considéré qu'on a sous-traité notre développement. Quand on a des initiatives qui sont prises par nos fils, les enfants du pays, les citoyens, c'est des initiatives qui ne sont pas accompagnées. Nous nous sommes dit, désormais, il faut créer une organisation qui soit capable de porter notre propre développement. Nous ne pouvons plus sous-traiter notre santé, nous ne pouvons plus sous-traiter le développement local, notre agriculture, notre éducation. Nous devons nous-mêmes, en tant qu'acteurs, définir nos besoins, définir la réalité de ce dont nous avons besoin, le financement, mais aussi le porter intellectuellement. Donc LEAD, c'est sur cette base-là qu'elle a décidé de rassembler au-delà de qui nous sommes, au-delà de vous êtes un Peul, vous êtes de la région de Golgol, vous êtes de telle ou telle région. Au sein de LEAD, il y a plus de 10 nationalités. Tous travaillent pour le développement en Mauritanie. Donc c'est ce rassemblement d'idées, ce rassemblement des efforts, rassemblement des compétences que nous avons essayé de mettre en œuvre pour créer une organisation capable de porter nos propres problèmes, à la fois du financement, parce que nous nous sommes habitués à attendre les financements des organisations internationales, à attendre l'aide au développement, à attendre l'aide des communes, à attendre l'aide des jumelages. Non, nous pouvons nous-mêmes mettre la main à la poche avant qu'on vienne vous aider, montrer que vous êtes capable et que vous aussi vous allez participer. Et tout c'est ça LEAD, c'est demander aux bénéficiaires du pays eux-mêmes de participer au développement de leur propre localité, de leurs propres problématiques, le développement solidaire. Ça veut dire quelque chose. Développons, on ne peut pas se développer si on n'est pas ensemble. C'est ça qu'on appelle le développement solidaire. On peut aider telle ou telle personne qui est dans une situation de précarité aujourd'hui, mais demain, l'aider aussi à lui de s'en sortir, de ne pas être dépendant des autres, d'être indépendant. Mais pour pouvoir le faire, pour qu'il puisse y arriver, il faut que tous ensemble, on puisse l'aider à se développer de façon solidaire. C'est que nous l'accompagnons en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'agriculture, en termes d'insalubrité, faire en sorte que nos propres problèmes soient pris en compte par nous-mêmes. Alors, prendre en compte ses propres problèmes, ne pas sous-traiter les questions, on va dire, vitales qui vous entourent. Vous avez fait le choix, avec d'autres amis, mais aussi, comme vous dites, différentes nationalités, de le faire. Quels sont les axes, par exemple, depuis 4 ans que vous êtes créé? C'est une association très jeune, mais très engagée et vivace. Au moins 2 ou 3 axes sur lesquels vous avez mis l'accent en ces 4 années. C'est une très bonne question parce que c'est important de montrer ce que nous sommes capables de faire et ce que nous avons fait par nous-mêmes. Mais quand on dit développement par nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la main tendue vers les autres. Nous demandons, effectivement, nous avons des organisations qui nous accompagnent, nous avons des collectivités territoriales qui nous accompagnent, nous avons des entreprises qui nous accompagnent, mais nous avons montré à tout ce monde-là que nous en sommes capables, nous aussi, de mettre la main à la poche. Qu'est-ce que nous avons fait? Je vais prendre quelques exemples. On a fait en sorte que dans nos localités, comme nous, on a pris l'exemple de la France. Quand on arrive en France, on a chacun de nous été accompagné en termes de santé. Chacun a dû bénéficier de l'aide médicale d'État ou de la CMI dans une situation, dans un moment où on n'avait pas la nécessité d'avoir ces éléments-là. Nous nous sommes dit, partant de ce constat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que chez nous, dans nos propres localités, nous qui avons vécu cette expérience formidable en France de solidarité, faisons en sorte que chez nous aussi, il y a des familles qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent même pas s'acheter de Doliprane, mais faisons en sorte que ces voisins-là, ces familles-là, nos amis, qu'on puisse les aider à se prendre en charge. L'année dernière, nous avons soigné 42 000 personnes. Au Guidimara, ce n'est pas du one-shot. Ce n'est pas on vient, on vous donne une carte santé, vous allez vous soigner. Non, on vous permet de venir de façon régulière, à chaque fois que vous tombez malade, vous et votre famille, de pouvoir vous prendre en charge. Nous avons fait en sorte que dans nos populations, dans nos localités, les infirmiers qui sont nos soldats, qui sont là, qui soignent nos familles, qui sont des médecins, qui sont des professeurs, on l'a dit dans les discussions tout à l'heure, ces gens-là puissent avoir des compétences supplémentaires. Pour avoir des compétences supplémentaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller là où il y a la compétence. Le transfert des compétences. La France nous reproche le fait de l'immigration.
Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Alors, bien, ça tombe bien. Donc, dans le cadre de vos activités, surtout en matière de santé, vous avez mis en place ce qu'on appelle un dispositif d'aide médicale, ou d'amélioration surtout du plateau de santé, en invitant par exemple nos amis infirmiers qui sont là. Vous pouvez nous présenter brièvement cela avant de passer à nos amis, ce dispositif? Ce dispositif, c'est un dispositif de développement des compétences des personnels de santé et paramédical, à la fois pour les sages-femmes, mais aussi ça peut être dirigé vers d'autres corps médicaux de l'action sanitaire. Nous avons décidé de se dire que quand on donne l'accès aux soins aux populations, c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons développer. Donnons l'accès aux soins à toutes les populations. Chacun de nous doit avoir accès à la santé. Il faut, de l'autre côté, permettre à ce qu'il y ait la compétence qui est là. La santé, c'est quoi? C'est de la science, c'est de l'intellectuel. C'est de la prestation intellectuelle. Et la prestation intellectuelle, c'est l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas simplement d'équiper en pharmacie, c'est pas d'équiper en plateau technique, c'est le savoir. Si vous avez un paquet de médicaments posé là, vous avez le rhume, et que vous n'êtes pas capable, vous ne savez pas ce qu'il faut prendre comme médicament, vous n'en serez pas capable, vous allez vous tuer. Donc, nous sommes partis de cette expérience-là. Comment faire en sorte que les infirmiers, les acteurs du développement, les acteurs de la santé qui sont chez nous, dans nos localités, qui nous soignent nuit et jour, ces gens-là puissent avoir des compétences supplémentaires. Nous avons imaginé cette forme d'immersion auprès de médecins français, de sages-femmes français, d'infirmiers français, d'avoir une autre manière de comprendre la médecine, d'accompagner les populations, la prise en charge. Je prends un exemple. Dans nos localités, souvent quand on part dans un centre de santé, on se fait gronder quasiment par l'infirmier, parce qu'il est seul là. Alors quand on vient en France, on est chouchouté par la médecine. Vous êtes là, les médecins, les infirmiers, tout le monde autour de vous. La prise en charge de la maladie, la confiance avec le patient, c'est quasiment 40% de la guérison. Quand le patient a confiance, c'est toutes ces valeurs-là qu'on voulait que les infirmiers de chez nous, de nos localités, puissent venir en bénéficier ici. Et c'est quelque chose de formidable parce qu'ils découvrent une autre manière de faire. Effectivement, ce n'est pas la même médecine parce qu'ici, il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de moyens. Mais qu'est-ce que ça leur donne comme outil supplémentaire? L'organisation, la planification, la prise en charge des malades dans des bonnes conditions. C'est très très important et c'est ce que nous mettons en œuvre. Nous souhaitons que ça soit déporté au-delà même du Guidimarad et faire en sorte que tous nos infirmiers, tous les infirmiers, chaque année, nous puissions informer un maximum de personnes. Cette année, il y en aura 12, peut-être qu'il y en aura plus, mais en tout cas, pour l'instant, les 12 sont programmés. Bien. Alors, dans le cadre de ce dispositif de développement de compétences, nous avons accueilli ici M. Sall et M. Waigué. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous venez fraîchement de la Mauritanie, infirmier à Ajar et à Dafor, au fin fond de la Mauritanie, dans le Guidimarad de l'autre côté. Et aujourd'hui, vous êtes en région parisienne et vous êtes en immersion, si je ne me trompe pas, dans un hôpital à Stan. Alors, comment se passe cette immersion dans le milieu hospitalier français? Bon, donc tout d'abord, je commencerai à remercier la télévision TV Koumbi de nous avoir donné l'occasion de se présenter ici. Donc, parallèlement à cela, donc effectivement, c'est un avantage pour nous de venir échanger avec les Français, c'est-à-dire du savoir-faire et l'utilisation de certains appareils, donc, et aussi instaurer des relations interpersonnelles pour le bon fonctionnement de notre objectif. Soi-disant pour le bon fonctionnement de notre objectif, qui est d'accueillir le maximum de connaissances, c'est d'acquérir le maximum de connaissances pour transférer ça chez nous. Donc ensuite, c'est une allégresse vive de connaître à notre parent, on a eu l'occasion de les connaître, qui sont toujours là avec nous de jour et nuit. Voilà. Alors, M. Waigué, on va dire presque la même question. Qu'est-ce que ça vous a fait aujourd'hui de venir participer à cet échange de compétences entre infirmiers mauritaniens et infirmiers français et pas seulement? Bonjour, je salue les représentants qui sont là, les gens de l'IT, qui sont là pour lutter pour le développement et l'espoir pour le développement. Et par passage, je remercie le staff qui est notre partenaire qui sont en Mauritanie, la DRAS et mes collègues aussi qui sont au ministère de la Santé qui nous ont permis aussi le parcours, qui nous ont aidés jusqu'à arriver jusque-là pour finaliser nos objectifs. Et actuellement, ce que nous on a remarqué et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu vraiment un grand espoir pour nous aussi, pour le développement qui est là. Et on a vu encore qu'il y a eu vraiment, on a accueilli vraiment le système
de récupération des malades, la prise en charge des malades, comment aussi l'accueil, qu'on a vu que les gens, comment ils travaillent par rapport à la situation pour vraiment avoir l'espoir de la bienfait du travail. Et nous aussi qui sommes là en tant que des infirmiers, on a un rôle de savoir le rôle d'un infirmier sur l'accueil des patients. Et en tout cas, nous, en Mauritanie, nos objectifs, et nous, on est basé sur la prévention. En activité, c'est la prévention qui était notre rôle principal. C'était la vaccination, la prise en charge des malnutris et aussi la suivi des femmes enceintes. Voilà. Par rapport à ce qu'on a vu ici, dans nos activités qui sont là, je vois qu'on est dans un autre domaine, parce que là, il y a des activités qu'on est en train de faire. Moi, actuellement, je suis dans le service d'oncologie. Voilà. Je vois comment les matériels, c'est différent de ce que nous on avait. On travaille ici seulement qu'avec des matériels électroniques. Même je suis rentré dans la maternité, j'ai vu comment les gens détectent c'est-à-dire le bruit du cœur fatal. Alors chez nous, d'habitude, comme on n'a pas ces instruments-là, on a l'habitude de voir le changement de couleur, c'est-à-dire du liquide amniotique, sur change de clairot. S'il y a un changement de couleur, qu'on sache qu'il y a une souffrance fœtale. Donc il y a eu une grande accueil qu'on a eu comme information, comme renseignement aussi par rapport au suivi et comment encore ils préparent le dossier des malades, parce que c'est très important chez nous. Parce que ici actuellement, ce que moi j'ai remarqué, parce que tout malade qui vient, par exemple, on a ses antécédents. Exact. On demande tout. On devait savoir comment même il vit dans sa famille. Mais alors qu'il y a des informations qu'on tire ici par rapport, alors que chez nous, on n'avait pas l'habitude de voir l'état du voilà. Alors, vous avez soulevé un point important que je voudrais vous deux que vous en parliez. Et généralement, c'est vrai que vous êtes venus ici pour apprendre une nouvelle façon de faire. Mais il n'en demeure pas moins que des fois, même l'absence de matériel fait que vous avez des connaissances empiriques qui ne sont plus utilisées ici. C'est-à-dire, vous travaillez avec votre esprit, votre regard, vous n'avez pas le matériel technique. Est-ce que des fois aussi, dans le cadre de ces échanges, même si c'est très court, il vous arrive quand même d'apprendre, d'enseigner à vos partenaires français quelque chose qu'ils n'ont plus l'habitude de faire parce qu'ils ont tout à portée de main. Parce que demain, dans un hôpital français, il y a un réel problème électrique ou de logiciel, ça va poser un grand problème. Oui, on a quelque chose à apporter pour ces gens. Puisque actuellement, moi, arrivé, comme je viens de donner un exemple, oui. je viens de dire à ces gens-là comment nous, on essaie de détecter, par exemple, certaines pathologies. Oui. Et nous, par exemple, on travaille avec un système qu'on appelle le PSMI. Le PSMI, c'est de prise en charge intégrée des malades. Mais on est là, on utilise seulement le stéthoscope. Le restant, c'est des questionnaires. On se base sur l'interrogatoire. C'est ça qui est le plus important. Chez nous, c'est l'interrogatoire qui est la meilleure façon de traiter un malade. Il faut beaucoup poser des questions. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours avoir l'habitude de dire que je vais attendre jusqu'à avoir les résultats, l'analyse des résultats pour essayer de traiter un malade. Non. J'ai aussi là des symptômes que je dois figer, à savoir, ces genres de symptômes, avec l'interrogatoire, je dois savoir automatiquement quels sont les antibiotiques et quelle forme de maladie que je suis en train de voir pour traiter. Et je suis aussi obligé de prendre le malade en charge pendant une période. Si il n'y a pas d'amélioration, que tu saches que vraiment que tu n'es pas dans la bonne voie. Et aussi tu es obligé d'évacuer la malade à temps. Bien sûr. Voilà, on avait ce système de... Alors, M. Sall, vous pouvez nous expliquer un peu? Effectivement, si par rapport à cela, donc les conditions, vous voulez nous demander par rapport à notre condition de travail. Exactement. Donc, je dirais que c'est un peu difficile chez nous là-bas en Mauritanie, du point de vue que notre population sont très attachés à des coutumes, des pratiques traditionnelles, donc telles que les accouchements à domicile, n'est-ce pas? C'est-à-dire le retard des gens de venir se présenter dans notre différentes structures. Donc ainsi, notre première activité repose sur les préventions et la sensibilisation. Donc c'est la base de la santé, c'est l'essentiel. Donc pour cela, on organise des campagnes de vaccination, donc fixes et mobiles pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire de vacciner tout le maximum des enfants et des femmes enceintes. Donc juste pour la prévention. Parallèlement à cela, dans le cadre de la sensibilisation, on profite pendant que les gens viennent en consultation, que les femmes viennent en consultation
pour effectivement faire passer certains messages, voilà, de sensibilisation. Donc l'objectif est de réduire à zéro, n'est-ce pas, ou de changer certains comportements néfastes, n'est-ce pas, qui menacent la vie de notre population. Donc pour cela, notre sensibilisation porte plutôt sur l'hygiène corporelle, environnementale, donc risqués liés aux travaux pénibles, c'est-à-dire qui accroît certainement les avortements. Donc, usage des moustiquaires avant de dormir, c'est que beaucoup de gens ne le font pas. Donc, manger les aliments équilibrés et riches en vitamines. Donc, lavage des mains avant tout acte, c'est un geste simple qui effectivement réduit 90%, si vous voulez, des maladies diarrhéiques. Donc, dans d'autres cas, la prise en charge est médicale. Donc, prendre en charge des enfants menacés ou souffrent de malnutrition, je salue là l'appui de ACF. C'est une ONG qui nous appuie vraiment sur ça, sur la malnutrition et la prise en charge globale des enfants qui souffrent de la malnutrition. Action contre la faim. Action contre la faim. Donc, notre prise en charge est globale. Elle s'intéresse à toutes les pathologies, à savoir le paludisme. On prend en charge les gens qui souffrent du paludisme. Il y a un protocole à suivre. On prend les gens qui souffrent des maladies diarrhéiques, quelque chose comme ça. Voilà en gros. Bien. Alors ça, ce sont les conditions de travail. Vous avez évoqué aussi, on va dire, cette relation que vous avez avec vos collègues d'aujourd'hui dans laquelle vous êtes en immersion. Restons toujours en Mauritanie, particulièrement dans la région de Sélibabi. Quand vous venez en France, là, vous avez dit que vous êtes en oncologie, qu'il y a une situation particulière, que potentiellement vous n'avez quasiment pas vu à Darfour vous êtes. Est-ce qu'il y a une forme de pathologie spécifique, par exemple à Ajar ou à Darfour ou dans la région de Guidimara, que vous rencontrez le plus par rapport à d'autres régions? Si, on a les pathologies qu'on a chaque fois, on rencontre chaque fois, surtout c'est la routine, surtout c'est le paludisme. Le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie vraiment qui fait l'objet de notre soin là-bas en Mauritanie. Donc, raison pour laquelle tout poste de santé a un protocole de suivi en malade qui souffre du paludisme. Bien. Voilà. Cependant qu'il y a d'autres maladies. Je voulais augmenter un peu. Chez nous, actuellement, on a même ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. On a toutes les pathologies, les maladies qui sont là, à surveillance stricte. C'est à déclaration obligatoire. Il y a le rougeole, et il y a le paludisme, il y a les IRA, c'est-à-dire des infections respiratoires aiguës. C'est des maladies qu'on est en train de... Et les diarrhées chez les enfants moins de 5 ans, il y a un seuil. C'est obligatoire de déclarer. Dans un village, tu trouves qu'un jour, par jour, tu trouves 5 enfants diarrhéiques, obligatoirement tu as le droit de signaler ça au niveau de la direction. Au niveau de la direction. Donc, il y a un suivi qui est là. Et on a notre planification qu'on est en train de faire pour l'activité des postes. Nous, ce que j'ai dit, il y a quelque chose de primordial, c'est quoi? C'est de prendre en charge des femmes enceintes. Le suivi des femmes enceintes. C'est de prendre en charge les enfants malnutris, la malnutrition. C'est de prendre en charge aussi la prise en charge, le paludisme. Et puis en charge, puisque nous sommes dans une zone endémique. On doit surveiller tous ces gens et vacciner tout le monde, tous les enfants avant 11 mois. On doit vacciner tous les enfants. Et de faire, c'est-à-dire les femmes enceintes, c'est les tétanos pour éviter par exemple des infections néonatales, c'est les nouveau-nés. On doit prendre en charge tous ces gens. Maintenant, ce rythme qui est là, qui est quotidien, qu'on est en train d'effectuer, et ce que nous, on vient de voir au niveau des Estrée, bon, vous savez, eux, ils n'ont pas... Moi, je demandais, est-ce qu'il n'y a pas de vaccination? Ils ont dit non. Ils ne vaccinent pas. Moi, je n'ai pas vu ici un centre là où on vaccine les enfants. Il n'y en a pas. Et maintenant, ce que les pathologies qu'on a rencontrées ou bien qu'on a vues qui sont là, que les gens commencent à gérer, ou bien les activités qui sont parallèles à ce que nous, on effectue là-bas, c'était par exemple au niveau de la maternité. J'ai assisté quand même comment la prise en charge des femmes enceintes. Voilà. Comment ils font en train de voir, comment ils résolvent la situation des femmes. L'hospitalisation. Suivi pas par pas de 3 mois jusqu'à l'après-naissance. Jusqu'à la naissance. Et j'étais au bloc aussi, au niveau du bloc, les accouchements, et l'hygiène qui est là dans le bloc. Nous allons revenir sur la question de l'hygiène. Alors, M. Diawara, vous avez fait le choix de ce qu'on appelait le développement de compétences, la mise en place de ce développement de compétences.
Apparemment, ils sont très satisfaits de cet échange de procédés et de cet apprentissage nouveau. Comment vous est venue l'idée et comment vous avez pu convaincre des hôpitaux en région Île-de-France d'accepter d'accueillir des infirmiers mauritaniens? C'est l'acharnement, l'explication et surtout l'émergence des besoins. Je pense que à travers cela, le fait de dire aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables? Je prends de façon globale. À chaque fois quand on émet un projet, comme on démarre un projet, on dit il va y avoir des freins. Mais ce n'est pas les freins qui commandent et qui dirigent. C'est notre capacité, notre volonté et voilà, qui vont dépasser ces freins. Et nous avons essuyé des refus, beaucoup, parce qu'il y a des conventions entre certains hôpitaux et par exemple la communauté de communes à Nouakchott, donc qui fait que ces conventions nous empêchent d'avoir d'autres conventions avec d'autres hôpitaux. On avait dans un premier temps avec la PHP fait une convention jusqu'à même démarrer l'accueil des infirmiers, sauf qu'on s'est rendu compte que derrière il y avait une convention avec l'hôpital de Nouakchott. Et la convention n'était pas effective. Ils ne l'utilisaient pas et vous ne pouvez pas. Et nous, on ne peut pas. Derrière, on a trouvé une convention avec un groupe, c'est le groupe, c'est la clinique de l'Estrée, et c'est le groupe Elsan, qui est un groupe hospitalier qui a 50 hôpitaux ici, voire un peu plus, qui soigne 2 millions de personnes par an. Et nous avons fait une convention avec cet établissement. Mais il fallait convaincre aussi les autorités françaises. Parce que accueillir les infirmiers, parce que c'est un métier protégé, la santé, c'était pas évident. Donc il fallait voir avec l'agence régionale de santé, il fallait voir avec la directe, il fallait l'ambassade de France, le consulat. Oui, il y a la question de la sécurité, des assurances. Exactement, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont en période d'observation. On appelle ça de l'observation. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être acteurs de soins. Ils ne pratiquent pas. Ils ne peuvent pas pratiquer. Donc ils doivent être accompagnés avec d'autres, pour d'autres infirmiers aux côtés des médecins, pour voir, pour comprendre, pour questionner, pour s'informer. Ça n'a pas été difficile, disons. Ça a été quelque chose d'assez facile à obtenir, mais c'était la partie plutôt Mauritanie, parce qu'il y a aussi le ministère de la Santé, parce que pendant qu'ils sont en France, ils sont pas dans leur poste de santé. Exact. Donc, il fallait trouver des remplaçants. Voilà. Donc, on a fait une convention avec le ministère de la Santé pour former, pas simplement les infirmiers, parce qu'on va au-delà des infirmiers. Nous avons un désert médical en termes de prise en charge de la maternité, les sages-femmes. Il n'y a pas beaucoup de sages-femmes au Guidimara. Les sages-femmes qui sont au Guidimara, souvent, quand ils partent dans des localités, quand ils partent en vacances, ils ne reviennent pas. Ou il y a une pénurie de sages-femmes. Donc, on s'est dit, mais il faut trouver une solution de formation de sages-femmes issues des localités. Une sage-femme de Darfour, qui est née à Darfour, qui est mariée à Darfour, qui a grandi à Darfour, qui a le bac, on la forme pendant 2 ans dans les écoles de santé publique. Elle revient à Darfour, elle reste à Darfour, elle n'ira même pas en vacances. Donc, quelque part, on arrive à résoudre une difficulté sanitaire à travers cette formation. Donc, le développement de compétences est un axe qui est fondamental en tout cas pour nous. Bien, développement de compétences, je reviens sur vous. Vous avez été peut-être impressionné ou vous avez apprécié à sa juste valeur l'organisation administrative de l'hôpital parce qu'il y a une dynamique administrative très importante. Vous avez forcément le matin à 8h quand vous prenez poste assisté à ce qu'on appelle le staff le matin quand on fait les transmissions. Comment vous l'avez apprécié par rapport à ce qui se faisait au fin fond du Darfour ou de Ajar? Oui, c'est impressionnant. Puisque nous, on a vu que, par exemple, si on vient pendant les staffs, ils vont parler du malade, de tout, depuis le matin, l'équipe qui était de garde. Oui. Il va donner toutes les informations. Il va donner toutes les informations. Même si le malade n'est pas alimenté, par exemple, il n'a pas pris son dîner, il le présente. Il essaie de donner l'information de tout à deux autres collègues qui sont venus, qui viennent d'arriver. Alors que je sais que chez nous, je vois que même, je vais me limiter seulement au niveau de l'estaff, ça se passe comme ça. Et alors que chez nous, il n'y a pas de feedback, même souvent entre nous. Directement. Et la direction centrale, souvent il y a des choses que tu envoies, par exemple, des données. Alors que même s'il y a une erreur, les gens ne vont pas te ramener. Remarquer ou te transmettre aussi. Il n'y a pas un feedback. Alors ici, je vois que tout le temps, tout ce qu'il est en train de faire, il y a un feedback entre eux.
Tu ne peux pas donner des informations, il faut faire le retour encore. Si tu envoies un message, tu envoies des données et tu auras toujours les résultats, les réponses. Et alors que c'est quelque chose de très important. Même entre nous, les infirmiers, on est dans un même service. Souvent, moi, je peux être absent, mais à mon retour, je pars à Célibabi, par exemple. À mon retour, je devais avoir aussi toute l'information, ce qui s'est passé hier. Il faut recommencer à zéro. Il faut recommencer, voilà, il faut oublier ça. Voilà, par rapport à ça, moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est-à-dire que moi, j'étais toujours à l'accueil. C'est-à-dire la prise en charge est extraordinaire. Parce que dès que le malade est là-bas, avant même de rentrer, son interrogatoire est déjà affiché, transféré sur l'écran. Donc, à partir de là, les médecins viennent regarder et à partir de là, ils dressent leur suivi, leur prise en charge. Donc, c'est extraordinaire par rapport à chez nous. Donc, ici, tout est informatisé. Donc, nous là-bas, en Mauritanie, dans notre pays, on reste encore à écrire, à faire des rapports dans des papiers. Mais ici, tout est informatisé. Donc, c'est une chose qui m'a beaucoup remarqué ici. Vous êtes toujours dans votre émission Lumière Sûre avec Koumbi TV. Nous allons prendre une petite pause et puis reprendre très rapidement avec nos invités du jour. Bien, vous êtes toujours sur votre émission Lumière Sûre qui met ses projecteurs sur, comme je le disais tantôt, des initiatives novatrices. Et l'initiative novatrice, c'est ce que fait LEAD, cet acteur du développement aussi bien, on va dire même l'acteur de co-développement, parce qu'il travaille aussi bien en Île-de-France qu'il travaille dans les régions du Guidimara et pas seulement. Alors, tout de suite, nous allons continuer notre émission. On a parlé un peu de nos amis qui sont en immersion, M. Salim Chouaïga, qui sont en immersion dans un milieu médical français. Alors, vous avez parlé tout de suite en matière d'organisation, en matière d'orientation, d'accueil, du rapport entre le soignant et le soigné, que vous avez été impressionné par certaines activités. Je sais que pour transposer certaines choses, il faut avoir beaucoup de moyens, par exemple les moyens technologiques en matière de tout ce qui est informatisation. Mais déjà, quand vous êtes venu, vos 3 premiers jours ou autres que vous avez commencé à travailler, qu'est-ce que vous avez dit de ça? Il serait possible de le transposer au niveau local facilement et que vous voulez impérativement mettre en place quand vous rentrez à Dafor ou à Ajar. Oui, on pense par exemple qu'ils ont des matériels seulement, c'est très sophistiqué, puisqu'ils ont des matériels qu'on peut les avoir aussi dans notre... Puisque actuellement, moi je vois qu'ils ont des appareils pour prendre la température. Ils utilisent par exemple un appareil, ils posent sur l'oreille pour prendre la température. Ils ont par exemple les tensiomètres, ils ont un tensiomètre électronique qui sont là et puis qui donnent des résultats fiable aussi, je pense. Pour moi, je dis que c'est fiable. J'ai essayé tout le temps, j'ai refait plus de 3 ou 4 fois, je vois que le résultat est toujours le bon. Qui conserve aussi les données. Parce que après, tu peux rester 1 heure de temps, si tu veux 2 heures de temps, si tu veux revoir aussi les constantes d'un malade, et puis tu peux le retrouver et faire des comparaisons à tout moment. Et ils ont aussi une façon de gérer aussi le malade par rapport à leurs remarques. Ils prennent le pouls, ils prennent même le rythme cardiaque est suivi. Donc pour nous, c'est des matériels qu'on peut vraiment avoir au niveau dans nos postes de santé et qui vont nous aider aussi à la bonne prise en charge de nos malades. Bien sûr, dans la bonne prise en charge des malades, qu'est-ce que vous avez vu au service accueil ou autre que vous voulez transposer, vous, à Ajar? Voilà, sans doute parce que c'est évident et c'est extraordinaire. C'est toujours, on va revenir sur l'organisation, sont très organisés. Et par rapport à des matériels, mon collègue vient de le souligner, mais moi, ce que j'ai remarqué, il y a certains matériels qui sont là-bas, bien qu'on peut les utiliser, mais par défaut de l'électricité, là chez nous, on ne peut pas les utiliser. Juste à titre d'exemple, comme les appareils les thermomètres, on utilise des thermomètres au niveau de l'oreille, ou bien des thermomètres avec des barrachères comme les gens utilisaient traditionnellement. Là, on peut les facilement, ça pas quand même compliqué. Mais les monotérages, à qui on
utilise. On a beaucoup d'ailleurs pratiqué sur ça. Donc, même le fait de prendre, quand un malade qui vient, qui présente des troubles thoraciques, des troubles cardiaques, utilise des OCG, l'électrocardiogramme. Donc là, c'est un appareil sophistiqué. On manipule tout ça très vite, mais on peut les utiliser, mais chez nous, ce n'est pas possible. Point de vue de l'électricité, manque de l'électricité. C'est-à-dire, à défaut de l'électricité, on ne peut pas les avoir utilisés là-bas. Bien. Alors, on va revenir très rapidement sur vous. On va basculer chez notre ami Wali Diawara. Alors, Wali, lead, ce n'est pas seulement que la santé, même si nous avons parlé beaucoup de santé, c'est aussi l'éducation. Il me semble que vous avez déjà accueilli des jeunes Mauritaniens en colonie de vacances pour découvrir un peu la France, mais aussi vous vous activez dans le domaine agricole et dans le domaine, on va dire, de l'assainissement. Est-ce que vous pouvez nous évoquer brièvement ces différents points? Alors, on va essayer de faire ça rapidement parce que on a beaucoup d'activités, beaucoup de dispositifs que nous avons amorcés. Alors, en termes d'éducation, on l'a dit tout à l'heure, sans éducation, je crois que dans le monde, il n'y a pas un coin au monde qui s'est développé et on a dit c'est des analphabètes. Ça n'existe pas. À partir de ce constat, c'est un paramètre extraordinaire. Donc, ça veut dire que notre inversion de la tendance du développement, elle n'arrivera que lorsque on inverse ce rapport. Plus d'alphabétisés que d'analphabètes. Donc ne cherchons pas à comprendre. Il nous reste du chemin à faire. Sur ce chemin-là, quels sont les leviers qui font que demain, il va y avoir plus d'enfants à l'école que d'enfants non scolarisés. On a imaginé quelques dispositifs. Un premier dispositif, c'est quoi? C'est un dispositif incitatif. Inciter les enfants, les parents, à se dire que l'éducation, c'est la base de tout. Nous prenons des enfants, les meilleurs des 5e années, on les fait venir en France. On les fait il y a une vingtaine cette année, il y en a 20 qui vont participer. Il y a eu 32 enfants dans les éditions précédentes. Cette année, il y en aura 20. Il y en aura 20 dans 20 localités différentes. Pour inciter à ces enfants qui sont là, pour leur dire, vous rêvez tous d'aller découvrir la France. Ce voyage scolaire, ce n'est pas un voyage de repos, ce n'est pas un voyage tranquille, c'est un voyage de découverte et pédagogique. Parce qu'ils vont ici, quand ils arrivent en France, ils vont faire une immersion dans les écoles de la ville de Bervilliers. Ils vont être reçus par des gens de pouvoir. Cette année, par l'Élysée, par l'Assemblée nationale. Ils seront reçus à des endroits où ça crée une volonté de se surpasser. C'est-à-dire, ils ont été capables de faire cela. Nous aussi, on a envie. On accompagne ces enfants, pas simplement dans le cadre des voyages scolaires, mais tout au long de la vie. À partir du moment où on a participé. Nous devons inverser la tendance en Mauritanie, en termes de scolarisation, parce qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas aller à l'école, c'est parce que nous ne comprenons pas la portée de ce qu'est l'éducation. Tout le monde rêve de l'immigration. Alors que nous le savons, nous qui sommes venus en France, nous savons qu'il y a un problème. L'immigration, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une valeur sûre. Ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Ce qui résout le problème, c'est demain, que chacun de nous soit capable d'être indépendant, pas dépendant des autres. Et ça, il n'y a que l'éducation qui peut l'offrir. Nous avons aussi mis en place des cantines scolaires parce que quand dans des localités comme chez nous, où il y a une difficulté d'accès, souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement permettre à ces enfants de pouvoir manger sur place. Au lieu de faire 20 km par jour, 5 le matin, 5 le midi, 5 à 13h, et pour repartir chez eux, 5, ça fait 20. Aucun enfant, dans des conditions pareilles, ne peut mobiliser ses capacités intellectuelles. Y compris quand on a faim. Quand on a faim, on ne peut plus mobiliser ses capacités intellectuelles. Donc, il y a tous ces sujets-là sur lesquels nous travaillons. Il y a l'agriculture, on a travaillé sur un certain nombre de sujets, sur la question de l'accès à l'eau pour les agriculteurs, pour les maraîchers, pour la question des intrants, pour les sémenciers, pour promouvoir une agriculture responsable, pour créer des plateformes d'échange entre les agriculteurs et créer un écosystème économique. On va amorcer un sujet qui va être un sujet important d'insalubrité, parce que nous trouvons que quand vous soignez des populations et qui sont dans des conditions de gestion des déchets assez dramatiques, il faudra prendre ces éléments-là aussi en considération, et nous travaillons sur des projets en ce moment pour permettre à ce que nous ayons le processus complet de gestion des déchets dans nos localités. Et ça englobe tout ça. Ce que nous faisons, c'est la vie quotidienne des gens. Nous travaillons sur la vie quotidienne des gens, en termes économiques, mais aussi de savoir-vivre, conscientiser aussi la population sur la prise en charge de nos problèmes. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. On ne peut pas tout simplement aller en Europe ou aller demander. Nous devons participer. Juste à titre d'exemple, l'année dernière, nous avons fait l'événement de l'île à Darfour. Dans cet événement, il y a eu beaucoup de gens de Guinée qui sont venus. L'État a été représenté, les directions déconcentrées. Partant de là, les populations de Guinée ont compris. Depuis 40 ans, dans cette région ou dans ce pays, des organisations internationales viennent de partout. Ils repartent, ils construisent des ouvrages, ils repartent. La population n'est pas associée. Quand on n'est pas associé au développement,
ça ne pourra jamais avoir lieu. Nous avons commencé un processus qui va être long. C'est un processus de faire en sorte que chaque personne dans ces localités, quel que soit le niveau de vos moyens, vous participez à l'effort de développement solidaire. Et c'est ça qui va nous sauver demain. Alors, changer de paradigme de développement, c'est-à-dire faire le développement par soi, pour soi et avec ses propres moyens avant de demander de l'aide à l'étranger, même si on peut leur tendre la main. C'est ça qui a initié ou qui a motivé l'ID à mettre en place ces différentes activités et à mettre en place aussi son projet de développement communautaire ou de développement plutôt des compétences. Alors, monsieur, vous nous avez présenté un peu ce que vous avez eu à faire ou ce que vous aurez à faire quand vous allez rentrer à Nouakchott. Peut-être ça sera à Nouakchott, plus loin que Nouakchott, ça sera à Adjar et à Darfour. Bon, alors, votre dernier mot, monsieur Sall, pour cette émission. Donc, tout d'abord, je lance, on appelle d'abord, c'est de remercier les gens qui ont fait le maximum possible pour notre arrivée ici, de profiter surtout le travail, la manière de s'organiser par rapport à ceux qui sont ici. Donc, je lance un appel à la diaspora de la Mauritanie, ici présent, de venir adhérer à l'aide, car c'est une association qui accorde un intérêt général à toute la Mauritanie. Donc, car elle intervient dans le développement à tous les secteurs, c'est-à-dire l'agriculture, le sanitaire et l'eau, l'agriculture, l'élevage et le social. Donc, c'est le développement de notre pays à tout le niveau, car c'est le développement. Donc, je remercie tout le monde et les activités ne sont pas... Je remercie, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Alors, M. Wagué, votre dernier mot avant de clôturer cette émission? Bon, c'est de remercier aussi, comme vient de dire M. Sall, et à tous les collègues, et les participants et les téléspectateurs. Mais je voulais parler un peu aussi sur notre situation au niveau du Guide Mahar, là où moi je sers plus, entre les relations que les gens, que la population et les infirmiers. Et je vois qu'il y a des habitudes ou des comportements qui sont pour le développement. Il faut qu'on vienne un changement de comportement au niveau des infirmiers et aussi au niveau de la population, qu'il y ait une symbiose entre nous et qu'on travaille dans la transparence et qu'on travaille aussi dans la lumière, qu'on soit toujours ensemble. Que nos activités, que nous les infirmiers, seulement les infirmiers ne peuvent pas amener le changement tant que la population n'est pas introduite dans ça. Bon, je vois qu'il y a des comportements qui se trouvent là-bas par manque de connaissances ou par manque de... Bon, souvent c'est comme ça, tu vois qu'il y a un malade qui se déplace de village en village pour faire des transferts entre des villages. Et jusqu'à retarder ces patients-là, jusqu'à ce que ça devienne plus compliqué qu'avant. Alors que je voulais que les gens changent de comportement par rapport à ça. Et de savoir que les infirmiers dans la brousse, ils ont un rôle. Il y a un rôle d'un infirmier. Les infirmiers sont des trieurs. Nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des trieurs. Notre activité, c'est de la prévention. On doit lutter toujours sur la prévention et la surveillance épidémiologique. C'est-à-dire surtout aujourd'hui, on est là c'est pour réduire encore de plus des infections néonatales et des décès maternels qui sont là que les gens doivent surveiller à ça. Et souvent, tu vois qu'il y a des malades qui se déplacent de village en village accompagnés par leurs parents. Ils font 3 ou 4 jours en pleine brousse. Au lieu de évacuer un malade vers le centre de santé, vers l'hôpital de Seilba, ils disent non, ils vont essayer de se comprendre, nous on va aller dans tel village. On va retrouver tel infirmier qui est notre médecin. C'est tout ça, c'est de retardement. Souvent, il faut respecter aussi qu'on essaie de partir dans le même bon sens pour essayer d'améliorer la situation. Et l'ID, nous, on peut remercier l'ID, c'est-à-dire c'est l'espoir pour le développement. Ils sont là, nous, ils nous ont amenés ici. Avant nous, il y a eu d'autres qui sont passés. Et ces gens-là, ils sont revenus, ils ont amené aussi leur savoir-vivre et leur savoir-faire. Et nous aussi, on est là aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous aussi, on va retourner en Mauritanie. C'est pour essayer d'aider nos amis qui n'ont pas eu la chance de venir, de transmettre aussi les nouvelles qui sont là et comment on pourra essayer d'aider l'ID sur le développement et pour le changement. Moi, je suis à Darfour, j'ai une ambulance qui est là-bas, qui était circale. C'est l'ID qui m'a aidé à le soulever. C'est l'ID qui m'a pris en charge. Moi, j'ai 500 à 600 patients qui ont la carte de l'ONG, qui viennent se soigner sur c'est l'ID qui paye chaque année. J'ai fait le calcul de 2 ans. Je pense qu'on est vers 3 millions et quelques de l'argent dépensé par l'ID, que l'ID a versé. Puisque chaque mois, je pense qu'on a plus de 36 femmes enceintes prises en charge qui coupent leur ticket
forfaitaire qui coûte à 5500 ouguiya. Actuellement, c'est à 9000 ouguiya en Mauritanie. Le ticket forfaitaire, c'est à 9000 ouguiya. Nous, les femmes enceintes, toutes les femmes enceintes sont prises en charge, sans exception. Toute femme enceinte présentée au poste est prise en charge par le LID. Donc nous, on ne peut que demander aussi que la population de prendre aussi beaucoup de soins à ces gens-là et d'aider encore nous, les infirmiers, de pouvoir faire notre mission dans de bonnes conditions. Et nous ne sommes pas là-bas pour un système faire, par exemple, que les infirmiers sont dans certains postes où que tu vois qu'il y a un problème entre eux et leur population. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un malentendu, parce que les populations veulent imposer leur situation ou leur mode aux infirmiers pour que, par exemple, moi je suis là, j'ai un malade, je dis que je préfère que l'infirmier vienne me traiter à domicile. Et si tu ne viens pas, ce qui n'est pas possible. Ce qui est impossible, si tu ne viens pas, et encore, ce dernier, il va téléphoner à son cousin ou à ses parents, qui sont qui sont là, les notables du village, pour dire que voilà, pourquoi toi tu n'as pas fait cet acte. Et les gens vont dire non, on préfère que cet infirmier n'a qu'à quitter. Bien. Merci en tout cas, nous avons entendu ce cri de cœur, mais aussi cette main tendue de M. Wagué, mais aussi de M. Sall. Alors, comme il l'a dit, travailler dans la symbiose et dans la communication pour réussir l'accès à la santé pour tous. Et puis en même temps, ils ont fait un plaidoyer pour l'ID, ce qui veut dire quoi? Au nom de l'engagement, de la dynamique et de la vision, nous pouvons réussir des choses parce qu'ils ont réussi à mettre en pratique certaines choses. Alors, une seule chose, comme il l'a dit M. Diawara, il ne faut pas solder ni, on va dire, sous-traiter votre développement. Soyez acteurs du développement, soyez acteurs dans vos différentes communautés. C'était votre émission Lumière Sûre qui vient de braquer ses projecteurs sur l'association LID et nos deux infirmiers qui nous viennent de la Mauritanie. Vous êtes sur votre chaîne Koumbi TV. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt.